Et salut la team, bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo un petit peu particulière puisqu'on a la chance d'être avec Alexandre Marlier, hashtag le cycliste belge, youtubeur depuis de longue date, pour une petite interview, une petite entrevue. Voilà, chill. Il va partager notre entraînement et on va pouvoir donc en profiter pour lui poser quelques questions, retracer un petit peu sa carrière youtubistique. Et puis, on en profitera donc pour naviguer dans les questions du chat, s'il y en a. Sachez que vous pouvez nous retrouver, en tout cas tous les deux, sur Twitch, avec le cycliste belge pour Alexandre et eCycling80 pour moi. Les liens, bien sûr, seront en description. Allez, on est parti. Alexandre, déjà, comment ça va en ce Écoute, ça début va, janvier? toi? Ça va Ça va. super, hein. Merci de m'inviter sur ta chaîne Twitch et sur ta chaîne YouTube. Mais écoute, avec grand plaisir. L'objectif, c'est de pouvoir passer du temps ensemble et puis s'entraîner de façon éducative. Donc on va avoir Yes. le temps sur cette vidéo de parler entraînement. On va parler un petit peu de toi, de ton passé, ton présent, ton futur. Et ensuite, pour les intéresser, on posera un petit peu les questions entraînement, diététique. J'ai vu que tu es accompagné d'un coach désormais. Donc on pourra parler un petit peu de ça. Pourquoi ce choix? Et puis, qu'est-ce que tu trouves dans cette nouvelle relation à l'entraînement? Yes. Est-ce que ça te va? Ouais, ça me va parfait. Allez, on va commencer par un petit peu d'histoire. Ça tombe bien, il me semble, puisque c'est plus ou moins ce que tu fais au quotidien. Ouais, depuis cette année-là, je suis formé pour faire prof d'histoire, géo et sciences sociales. J'ai toujours donné de la géo quasiment, à part un peu d'histoire. Et là, je donne plus que de l'histoire. Donc, effectivement, l'histoire, là, c'est mon truc. Pour le moment, je Ah, fais ok. ça tout le temps. Ok, donc tu es professeur, c'est ça? Ouais, exactement. Je suis professeur pour des enfants qui, normalement, sont censés avoir entre 12, 13 ans et 15, 16 ans maximum. Bon, évidemment, vu qu'il y en a pas mal qui doublent, je me retrouve parfois avec des enfants qui ont passé même plus des enfants. Je me retrouve avec des adultes qui ont 21 ans. Donc ça, c'est mon travail au quotidien. Et en D'accord. plus de ça, je donne des cours de géographie à des adultes qui veulent devenir guides touristiques dans un autre établissement. Donc là, c'est des gens qui travaillent et à côté de ça, ils veulent vraiment changer de carrière ou faire un truc en plus. Et du coup, moi, je leur donne des cours de géo. Très bien. Alors, est-ce que le mythe du professeur qui a tout son temps libre, c'est vrai ou ça reste qu'un mythe? Ah, bah, ça dépend des moments. Là, pour le moment, c'est pas un mythe, étant donné que ça fait un bon moment que j'ai plus de pause à l'école, vu que toutes mes récréations et toutes mes pauses sont occupées avec des rendez-vous avec des élèves, des réunions, des envois de mails. Donc là, pour le moment, c'est pas un mythe. Pareil, quand je rentre à la maison, j'ai beaucoup de boulot, mais il y a des périodes un peu plus calmes. Par exemple, ici, je suis dans une période où c'est beaucoup plus calme, reposant, parce que je donne moins cours, parce qu'ils ont beaucoup d'interros. Par contre, c'est pas reposant parce que j'ai full truc à corriger, à encoder. Donc ça, c'est dur, quoi. Ok. C'est vu donc pour la vie professionnelle et au niveau de ton temps libre. Comment tu l'occupes? Oh, bah, j'ai pas beaucoup de temps libre, parce que j'ai pas mal de passions. En fait, je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à plein de choses. Donc, le temps libre pour le moment, c'est quand je roule à l'intérieur de Twitch, c'est YouTube évidemment, où je fais des vidéos sur mes compétitions de vélo et sur mes entraînements. J'aime beaucoup lire, donc tous les soirs, je lis. J'aime bien écrire aussi, donc je publie rien, mais j'aime bien écrire. Ok. Et voilà, je crois que mon temps libre se résume à ça. Du coup, je fais des concessions sur autre chose. Je regarde pas beaucoup la télé. Et ouais, donc beaucoup de sport pendant mon temps libre. Là, cette année, je suis entre 13 et 15h30 par semaine. Ok. Plus mon job qui me demande une quarantaine d'heures par semaine. Plus YouTube qui me demande ouais, une dizaine d'heures. Donc, Ok. Donc, pour occuper, quoi. ouais, c'est ça. Peu de temps canapé, quoi. Ah, exactement. Ok. Bah écoute, t'as un petit peu anticipé ma prochaine question. Je voulais savoir un petit peu comment t'organises du coup tes semaines pour allier pro,
vélo, entraînement, et puis ce pourquoi moi je t'ai connu en tout cas, ta chaîne YouTube. Ben, en fait, j'ai pas toujours bien allié tout ça. Vu que quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'étais dans un, ça fait déjà quelques années, hein, on parle de ça il y a 5, 6 ans. J'étais dans un gros moment de doute. Donc, j'avais commencé des études, mais qui ne me plaisaient plus. Donc, j'ai passé, en fait, je dirais 5 mois, 5, 6 mois à ne plus aller au cours. Mes parents étaient au courant. Et je leur avais dit que je ne comptais plus faire ça. D'accord? Donc, je me suis lancé le défi de faire le triathlon de l'Alpe d'Huez. Et c'est là que l'aventure YouTube a commencé. Donc, à ce moment-là, en fait, je faisais que YouTube et un job étudiant. Et donc là, c'était pas bien réparti. Ensuite, j'ai repris d'autres études pour faire prof. Et là, c'était priorité aux études. Donc, j'ai fait beaucoup moins de vélo. Je crois que je faisais des années à 4000 km de vélo, 4000, 4500. Donc, c'est ce que je fais maintenant Ouais, c'est pas beaucoup. en 2 mois, 2 mois et demi. Je le faisais Donc là, c'était pas bien réparti au niveau du vélo. Et en fait, c'est expliqué par le fait qu'aux études, mon horaire changeait toutes les semaines. Donc, le vendredi, j'avais un nouvel horaire pour les jours suivants, pour la semaine d'après. Donc, je ne pouvais pas m'entraîner correctement parce que mon horaire changeait tellement souvent, je ne pouvais rien planifier. Et on sait que la planification d'entraînement est importante. Ça, je suis soufflé, Coco, il roule. Et... Prends ton temps, prends ton temps. On a tout notre temps. Ouais, exact. Ouais, c'est vrai, on est là pendant 2 heures. Et comment? Ouais, donc là, c'était très dur d'allier tout. Donc, je roulais quand même plus à vélo. Je faisais à peu près 9-10 000 km. D'accord. J'étais vraiment repassé au vélo. Mais je gérais pas bien tous les à côté. Puis, c'est le moment aussi où j'ai rencontré ma chérie. Donc, elle est devenue quand même vachement prioritaire. Et puis, maintenant que post-Covid, en fait, vu que j'ai commencé à travailler il y a 2-3 ans maintenant, 3 ans, bah, j'ai eu une stabilité, tant financière qu'au niveau de mon temps de travail, enfin, mon organisation de temps. Donc, maintenant, je trouve que je m'organise bien. D'accord. Donc, comment je fais? Exactement. Il m'a fallu 5 ans d'expérience pour bien m'organiser. Ok, on Donc, t'écoute. en gros, Fais-nous gagner du temps. Je priorise mes tâches. Donc, grosso modo, là, je regarde la planification d'entraînement. On y reviendra plus tard, je suppose, mais que Martial me prépare. Je vois avec lui, d'ailleurs, je suis hyper chiant pour Martial. Parce que vu que je suis très occupé, parfois, je l'oblige à modifier certains trucs. Mais en gros, pour faire mes heures de selle, d'endurance, j'essaye de faire au maximum du vélo taf. Donc, ça me demande entre 2h30 et 3 heures de vélo par jour. Donc, ça me permet en fait de bêtement faire mon entraînement. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais ça me permet de faire mon entraînement tranquillement. Sauf évidemment cette semaine parce que il fait moins 8 degrés de ressenti. Donc, pour un Belge, ça là, va. j'y suis pas allé. Pour un Belge, c'est gentil, ça, non? Ouais, non, franchement, c'est rare quand même. D'habitude, il fait quand même assez doux. Puis, niveau boulot, en fait, j'essaie de laisser tout ce qui est travail au travail. Donc, en tant que prof, j'ai des heures de pause, plus communément appelées heures de fourche. En fait, je profite de ces heures de fourche pour faire les corrections, pour préparer mes cours, pour faire les photocopies, pour qu'au maximum, quand je rentre à la maison, je ne pense plus à l'école. Alors, évidemment, c'est difficile à faire parce qu'il y a toujours beaucoup de travail. Mais il y a des semaines où j'y arrive vraiment bien. Et donc, quand je rentre, je m'occupe de mon sport, je m'occupe de mon ménage. Donc, tout ce qui est repassage, lessive et tout ça. Ouais, la vie. En fait, il faut savoir que le mardi après-midi et le mercredi après-midi, je suis en congé. Donc, vu que je m'organise assez bien, je profite du mardi et du mercredi après-midi pour faire tout le ménage de la maison. Et comme ça, en fait, ça me libère du temps le week-end. Okay. Donc, le mardi, mercredi, je fais mon vélo taf, je rentre, je fais les courses, la vie d'adulte. On ne nous avait pas prévu qu'il y avait ça à faire, mais je le fais. Et puis, niveau entraînement, vu que mon vélo taf est fait, quand je le fais pas, je me retrouve à faire du vélo à 21h36, quoi. Avec moi. Avec toi. Mais heureusement, du coup, on passe un bon moment. C'est ça. Mais en fait, ouais, vraiment, tout ce long truc pour expliquer que, en fait, en gros, c'est l'organisation. Et à partir du moment où on s'organise et où on tient ces résolutions d'organisation, en fait, ça va tout seul. Donc, c'est un peu comme toi, je suppose. Ouais. Tu sais, tu vas travailler, tu as pris l'habitude de faire du vélo après 21h. C'est dans ta tête, c'est ton habitude, tu le fais. Et je suis sûr que quand on parle à certaines personnes, ils font « Oh, mais
c'est pas possible et tu dors comment quand, tu c'est dur. fais? Exactement. Mais en Ouais. fait, quand tu as pris l'habitude de le faire et que tu as des objectifs, bah, ça te semble pas si compliqué que ça, quoi. Donc si tu me permets de résumer, donc Vas-y. tu as mis 5 ans pour trouver ta mise en place. Exact. Et une fois que tu l'as trouvée, et pour la trouver surtout, tu as mis euh, des priorités sur chaque typologie de sujet, chaque objectif. Donc priorité 1, 2, 3, 4. Et par rapport à ça, tu as organisé tes journées. Et une fois que tu as organisé tes journées, tu t'y tiens chaque semaine. C'est ça? Ouais, c'est Toujours à ça. la Et même alors, heure, toujours la même tâche ouais, en pour gros, c'est mettre en ça. place une routine. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, la routine est importante parce que bah, je suis pas tout seul. Ça va faire 6 ans que je suis avec ma compagne. Et en fait, j'étais obligé, à un moment, quand même, elle n'est pas du monde du sport. Donc, quelqu'un qui s'entraîne 15 heures par semaine, elle, à la base, elle comprend pas. Mais heureusement, elle est très compréhensive. Et du coup, en fait, elle me soutient beaucoup. Ok, Mais je dois la mettre. Et en fait, elle fait partie de ma priorité principale. Donc, elle passe toujours avant tout. Mais étant donné qu'elle comprend et qu'elle connaît mes ambitions et tout ça, elle fait des en fait, elle concessions. se met un peu en retrait. Ouais, exactement. Elle se met en retrait en disant, bon, par exemple, là, aujourd'hui, je suis sur le vélo. Bah, c'est pas la fin du monde, quoi. Elle sait bien qu'il y a Ok. une bonne raison derrière ça. Ah, c'est important Et d'être suivi. à côté de ça, moi, je m'engage à m'occuper du ménage, je m'engage à passer des moments ensemble parce que j'en ai besoin aussi. Ouais, c'est Donc, en gagnant-gagnant, quoi. gros, Hmm. exactement. Par exemple, ici, j'ai bossé beaucoup là aujourd'hui. On a été manger un petit bout en vitesse avant que je fasse du vélo, mais ça nous a permis juste en 1 heure et demie de pouvoir décompresser du boulot, de passer un moment ensemble, Ouais, c'est etc. ça. Avant que moi je fasse mon entraînement et que je sois là et qu'elle elle fasse aussi ses activités, quoi. Donc comme ça tout le monde est gagnant. Ok, je comprends bien. Chacun fait donc concession pour y trouver son compte. Ouais. Et une question sur le chat intéressante. Étant donné que tout est planifié à l'avance, comment ça se passe pour faire tes soirées lorsqu'on t'invite à l'improviste ou autre? Le Bon jeudi ben, soir ou autre, tu vois? c'est une question intéressante parce qu'en fait j'ai très peu de très bons amis et qui savent aussi, qui font des concessions. Je vais pas donner leur nom, mais ils se reconnaîtront. Je leur enverrai ça parce que c'est important. Ok, En gros, je sors pas beaucoup. Donc, en gros, on me propose parfois des soirées. Je suis pas un sorteur. J'ai jamais été un sorteur. Je fais pas trop la fête. Donc, je suis plutôt soirée chez des potes, jeux de société, on boit un petit verre. Mais en fait, quand on me propose des soirées, généralement, quand c'est après 18 heures, ils savent bien que c'est non. Donc, enfin voilà, ils savent bien, ils me prennent comme je suis. c'est ça. Mais Ok. ici, on m'a proposé d'aller faire une petite soirée, basket, boire un verre et tout ça au mois de février. C'est à 20h30, un samedi. Et je sais que j'assumerai pas parce que c'est samedi, j'aurais fait un entraînement, le lendemain, il faut s'entraîner encore. Je suis fort fatigué de la semaine parce que bah, l'organisation est tellement militaire que bah, même pour le sommeil, en fait, je sais à quelle heure je vais aller me coucher, à quelle heure je ne vais pas aller me coucher, à quelle heure je vais me réveiller, tout ça. Et donc, ils savent bien que c'est pas possible. Là, j'ai un autre pote qui m'a proposé une soirée, bah, il sait bien que je vais dire non, quoi. D'accord, ok. Donc, d'ailleurs, on m'appelle le papier. Hein. Parce que je vais coucher quand même assez tôt d'habitude. Et puis, j'ai une hygiène de vie qui n'est pas parfaite. Mais vu que dans mes priorités, il y a le vélo, il y a YouTube, il y a mon boulot, il y a Camille et tout ça, ils savent bien que eux passent un peu après ça, mais ils m'aiment quand même, quoi. Ils Ouais, savent c'est bien que ça. c'est pas contre eux et que voilà, ils m'acceptent comme ça. Après, ils savent bien aussi que je vais pas faire du vélo éternellement, quoi. Et je vais pas faire YouTube non plus éternellement. Donc, on Ouais. rattrapera le temps perdu. Pour l'instant, d'autres priorités, il y a ta copine, le job, le vélo, et ensuite les Yes, soirées, les amis. Et exactement. donc ça, ils l'ont compris et ils l'acceptent. Ouais, tout à fait. Ok. Bon ben voilà les gars, vous avez la réponse. Tout est une question de priorité. Soit on veut passer du temps avec les copains, soit on veut gagner des courses. Ok. Euh, donc tu nous as expliqué un petit peu euh, ton parcours sur YouTube. Et on va sur ta chaîne et on recherche la première vidéo. C'est quoi? La première vidéo,
mes souvenirs sont bons parce que en fait, elle me fait marrer cette vidéo. Je pense que c'est une vidéo où je fais un vlog entraînement à l'époque où je faisais du triathlon et j'allais rendre un petit coucou à mes anciens profs de l'école où j'ai fait mes secondaires, qui s'appelle La Garenne Charleroi, qui est un sport-études cyclisme, qui a été très important pour moi dans mon développement personnel. Et en gros, j'ai été redire bonjour et rouler avec eux. Et c'est assez drôle parce que c'est la première vidéo de la chaîne. Et je dis vraiment, voilà le concept, je vais faire le triathlon le plus dur d'Europe, etc. Et au milieu de la vidéo, je cours et je me blesse. Et, et donc, en fait, la vidéo, c'est la première de toute la chaîne. C'est censé être un truc porteur. Et en fait, je me blesse dans la vidéo. Donc, les vidéos qui suivent, c'est un peu ma rééducation pour revenir au niveau, quoi. Parce qu'à l'époque, j'étais quand même pas trop mauvais en course à pied. Ok. C'est un peu con, mais du coup, cette vidéo me fait marrer. Et c'est la toute première de la chaîne. Parce qu'on commence directement avec une blessure. Et je me suis jamais blessé, à part cette fois-là. De ma vie, c'est la seule blessure, et évidemment, c'est sur cette vidéo. Donc tu pars du concept, comment je vais me préparer, comment je vais monter en puissance, à comment je reviens de blessure. Ouais, en gros, c'est ça. Et là, il faut savoir que vu que après, j'ai vite eu le triathlon de l'Alpe d'Huez qui arrivait, en fait, je me suis vite remis, mais j'étais toujours un peu blessé. Et les gens ne savent pas. Mais en fait, j'ai fait tous les entraînements, toute la prépa en étant blessé, et j'ai fait le triathlon blessé, quoi. Mais juste, je voulais faire le bonhomme, donc je faisais comme si ça allait. Alors que j'avais une blessure, je sais plus où c'était au pied ou je sais plus où. D'accord. Tiens, j'en viens à la prochaine question. On peut voir sur tes vidéos, tu passes pas mal de temps avec d'autres youtubeurs, notamment un qui me vient en tête, Quentin Ruel. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment se font ces rencontres? Comment fonctionne l'univers YouTube? Oh, bah, c'est un hasard, hein. C'est clairement un hasard. En gros, j'étais sur YouTube. Quentin avait à l'époque environ 5-6 000 abonnés et il lançait un groupe de sportifs youtubeurs qui s'appelait Wolfine. Il avait créé un logo, des t-shirts et tout ça. Et en fait, c'était une association à but non lucratif qui servait à s'échanger du matériel. Donc, en gros, je vais prendre un exemple. Quentin a un drone, moi j'ai une GoPro. Un jour, j'ai besoin du drone, lui a besoin d'une GoPro supplémentaire. On fait partie du même truc, on se les échange, etc. D'accord. Donc, ça partait de là. Donc, il m'avait contacté sur Instagram parce qu'il voyait que je faisais des vidéos de sport. Et en fait, Wolfine, ça n'a pas du tout pris. Autrement, vous donneriez entendu parler. Ça arrive. Mais du coup, je lui ai dit cet été-là, écoute, tu fais des courses de vélo. Moi, cette année, je viens de me remettre au vélo. Je viens chez toi, quoi. Je viens à Nantes. Donc, j'ai pris un flexibus, chose que je ne referai plus jamais de ma vie. Parce que se taper 9 heures de flexibus avec une sonnette qui te réveille toutes les 45 minutes, c'est affreux, de nuit. Ça doit être très long. Ouais, c'était long. Ouais. Et je suis arrivé chez Quentin et du coup, j'ai fait 1 ou 2 courses chez lui. Et puis, lui, plus tard, est venu en Belgique. Donc, en fait, c'est tout bêtement parti comme ça. Et avec Quentin, on a vraiment parlé pendant... on se parle très souvent. Il n'y a pas une semaine. Depuis cette époque-là, qui date quand même d'il y a au moins 4 ans, on se parle au moins une fois tous les 2-3 jours. Et c'est parti bêtement de ça. Et on s'entend bien, juste, voilà, on est devenus potes grâce à ça. D'accord. Et on a plein de projets en commun. Donc, c'est un peu un coup de chance, c'est un peu une rencontre anodine. Et il m'a révélé, il n'y a pas si longtemps, que quand il m'a vu débarquer, en fait, il n'était pas à l'aise. Parce qu'il s'est dit, putain, il y a un Belge qui vient, je ne le connais pas trop. Il va venir chez moi non plus, je ne le connaissais pas plus que ça. Mais finalement, ça s'est bien passé, quoi. Ah, ouais, ça peut être risqué. Moi aussi, j'ai un Belge qui vient chez moi, je suis pas fier. Hein. Ah bah, tu m'étonnes. Mais après, il y en a eu d'autres. Après, il y a eu Nico que j'ai rencontré au hasard un peu. Il fait des vidéos sur YouTube. Un jour, en allant à Paris, je lui ai dit, bah, écoute, je suis à Paris, viens, on se voit. Et ça, c'est une chouette anecdote. Jeune cycliste dynamique, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, jeune cycliste dynamique. Et je lui ai dit, bah, écoute, viens, on se voit, on va boire un verre. Et en fait, c'est Paris, c'était un samedi soir ou un vendredi soir, je ne sais plus. Et le serveur nous dit, écoutez, vous pouvez vous installer pour boire un verre, mais dans 2 heures, il faut être parti. Parce qu'il y a la table qui a vraiment réservé qui arrive. Et nous, on était là en mode, mais non, mais c'est pas grave. Dans 2 heures, on aura fini. En fait, le temps est passé super vite.
Et 2h20 après, le serveur a dû nous chasser, quoi, un peu en mode, bon, bah, là, il est temps d'y aller, quoi. Donc, on a dû trouver un autre endroit pour continuer à discuter. Et là aussi, on a passé un chouette moment. Quels sont les futurs projets YouTube? Euh, Moi, ici, YouTube, bah, j'ai évidemment la série Cut. Ouais. J'aimerais bien vraiment lui donner un autre aspect que ce que ça a maintenant. Mais c'est un bon début. Le concept, tu peux le rappeler? En fait, le concept, c'est Cup pour comme un pro. Et c'est aussi Cup coupe en anglais. L'objectif, c'est de ramener une coupe en s'entraînant le plus possible comme un professionnel, en ayant un mode de vie le plus possible comme un professionnel, tout en sachant que bah, je travaille 40 heures par semaine, comme beaucoup d'amateurs, et que, comme beaucoup d'amateurs, j'ai une vie de famille, etc. Ok. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de montrer aux gens que, justement, en choisissant les bonnes priorités, et si on veut vraiment avoir quelque chose, un but, et l'accomplir, c'est possible. Donc, je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, je mets les moyens pour y arriver. Donc, ça, c'est le pitch de base. Et l'objectif secondaire de cette quête, c'est de réussir à finir une course avec les élites, donc qui est un niveau stratosphérique. Donc voilà, après je m'entraîne, je monte tout ça en vidéo. Mais pour le moment, je n'arrive pas à mettre la saveur que je voudrais que ça ait en vidéo. Parce que D'accord. forcément, c'est quelque chose qui est très dur à faire. Parce que j'ai mon idée en tête et puis la produire en vidéo, c'est très compliqué. Et c'est un travail de longue Mais haleine, la ouais, progression. exactement. Donc, de plus en plus, j'essaye d'arriver au but que je veux avoir avec les vidéos. Mais vu qu'on sait que sur YouTube, il faut publier toutes les semaines, Ouais. bah pour le moment, je préfère publier un truc que j'aime à 7 sur 10 en me disant que la prochaine vidéo sera un 8 sur 10 et puis arriver à 10 sur 10 plutôt que de rien publier parce que vraiment, les gens, ils t'oublient, quoi. Ouais. Donc, voilà. Ah, la dure loi de YouTube, hein. C'est Exactement. la récurrence. Euh, d'accord. Bah tiens, tu as fait un petit peu le pont pour le prochain bloc des questions, qui est la partie entraînement, nutrition. Donc moi j'aimerais savoir du coup, ton projet c'est donc de mettre tout en place pour faire les meilleurs résultats possibles et surtout ramener une victoire. Ouais. Du coup, concrètement, qu'est-ce que tu as changé dans ton quotidien? Puisque tu nous as dit que tu étais quelqu'un qui déjà avait bien priorisé les tâches. Qu'est-ce qui change? Ouais. En fait, cette année, je suis parti d'un constat assez simple pour cette année 2023. C'est qu'avant, je priorisais YouTube et puis le vélo. D'accord. Là, j'ai fait l'inverse. Donc, je priorise le vélo et puis derrière, je priorise YouTube en me disant que si à vélo, je fais des bons résultats, que je fais des courses de dingue, même si qualitativement, le montage est moins bon, les gens vont venir pour suivre les résultats. Alors qu'avant, je faisais l'inverse. Du coup, on va voir si ça fonctionne. D'accord. Mais ça veut dire que là où avant, je passais 20 heures semaine pour faire du montage YouTube, de la recherche, etc., et que je faisais 8 heures de vélo, mais là, j'essaie de faire l'inverse. Je fais 12 heures, enfin 12, 15, 16 heures de vélo et je fais 8 heures de YouTube. Donc, j'ai inversé les deux, en fait. Ok, je comprends l'idée. Donc là, tu as ajouté du volume dans tes entraînements. Exactement, ouais. Ok. Le volume, on sait que c'est 80% de la charge d'entraînement. On est en période hivernale. En ce moment, comment se passent ces entraînements? Quel est le bloc? Comment tu fonctionnes? Alors, j'ai fait un bloc il y a un gros mois, qui était un bloc même il y a un mois et demi, qui était un bloc, comment il appelait ça, Martial? J'ai déjà oublié. Mais c'était une espèce de bloc qui mélangeait des intensités hautes avec des espèces de sprints. Et c'était mélangé avec un bloc all-out. Attendez, je vais aller voir sur Interval ICU parce que comme ça, je vais vous donner le nom exact, ce sera mieux. D'accord. Mais du coup, j'ai fait ce bloc-là. Sauf qu'après, je suis tombé vraiment fort malade. Donc, j'ai traîné un coup pendant 3 semaines. Que je ne vous conseille pas du tout. C'était Microburst. Microburst, d'accord. Ouais. Donc, après Microburst, j'avais pas prévu de couper, mais je suis tombé vraiment malade pendant 2 semaines et demie, 3 semaines, avec fièvre. T'as vraiment un carnage. Impossible d'aller bosser, fièvre, enfin la totale. Vraiment, arrêt de l'entraînement. Et du coup, ça m'a forcé à faire une coupure.
Et après la coupure, j'ai repris tranquille par de l'endurance. Alors, quand je dis repris tranquille, j'étais quand même à 15 heures semaine, mais c'était purement de l'endurance. Mhm. Ensuite, j'ai recommencé un cycle que je suis toujours en train de faire, qui est le fameux sweet spot que tu fais aujourd'hui. C'est ça. Donc là, j'en suis à 2 fois 30 minutes. Donc, c'est un peu costaud quand même. Ouais, 1 heure de maintien, c'est beau. Ouais. Moi, je termine par ça, Donc, pour te dire. ah bah écoute, moi là, je crois que samedi, ce sera 2 fois 30 minutes, il me semble. Mhm. Euh, et ensuite, donc Martial commence à mettre enfin, de la PMA. D'accord. Donc en gros, pour le moment, c'est lundi, quand c'est possible, Vélotap, autrement c'est récup active. Mardi, c'est Vélotap plus Sweet Spot, plus la course RGT du mardi. Le Donc le fun. mardi, souvent, je vais entre 100 et 120 bornes. Ok. Le mercredi, c'est Vélotap pour récup active. Normalement, jeudi, c'est repos. Mais là, je suis sur le vélo parce que mon jour de repos est décalé à demain. Parce que j'ai l'honneur de commenter les championnats de Wallonie de cyclisme demain. Donc, Excellent. ça se passe dans un studio. Donc, je dois me déplacer jusque-là, mais c'est loin. Donc, tu t'organises. Euh, exactement. Donc, je m'organise. Donc, autrement, normalement, jeudi, c'est récup active ou repos complet. Vendredi, normalement, c'est sweet spot. Samedi, dimanche, endurance. Sauf que là, c'est décalé cette semaine. Donc, demain, récup. Et samedi, sweet spot. En sachant que mercredi, c'était pas de la vraie récup, vu que j'ai de la PMA. Et la Oui. PMA, après le sweet spot de la veille, je peux vous assurer que ça pique. Oui, donc c'est pas de la récup, clairement. Non, non, c'était pas récup, non. Mais c'est assez exceptionnel, là. D'accord, ok. C'est dû à ton organisation, Ouais, à exactement. ta Donc, soirée. je suis à peu près entre 420 et 480 km semaine pour le moment. Donc, ça équivaut, Ouais, c'est pas mal. vu que je vais dehors, ça équivaut, je crois que la plus courte semaine, c'était 13h51. Et la plus longue, ça a été 15h30, peut-être 15h40. Tu nous parles que tu vas commenter donc la course Wallonie, c'est ça? Ouais, ouais. Championnat de Wallonie et cyclisme. J'ai une question intéressante de Xavier. Il me demande est-ce que commenter des courses IRL, donc dans la réalité, ça pourrait être des projets qui t'intéresseraient? Ouais, bah, après, je suis tombé dedans un petit peu par hasard, étant donné que, un peu avant le confinement, je suis tombé un peu amoureux de ce sport qui est le cyclisme. Et donc, j'ai commencé à commenter les courses. D'ailleurs, je sais pas s'il est là, mais il y a Alexis de la French Fusion, avec qui j'avais eu l'occasion de partager les commentaires de plusieurs courses à cette époque-là. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Euh, et à force de faire ça, ensuite, j'ai commenté les courses pour l'équipe anciennement NetGenX Food, qui est devenue Food Puncher Coalition. Et Bien connu chez les cyclistes. bien connu chez les cyclistes. Et là, bah, du coup, avec justement ce projet Food Puncher Coalition, j'ai des liens un peu avec la fédération belge pour monter tout ce projet autour du cyclisme. Et en gros, ils m'ont demandé il y a un bon mois si je voulais commenter en français, parce qu'en fait, dans le studio demain, il y aura un studio francophone, un studio néerlandophone. Et donc, moi, je m'occupe de la partie francophone avec Freddy Ablanche, qui est un commentateur très expérimenté de la planète cyclisme en Belgique. Et donc, j'aurai l'honneur de le faire. Et donc, pour répondre à la question, j'aimerais bien le faire, mais moi, je me vois plus commenter des courses plutôt à la radio ou à la télévision qu'en vrai. Vous voyez, il y a les commentateurs vraiment showman sur la course, au podium qui racontent la course. Ça, c'est pas trop mon truc. Je crois que je serais capable de le faire, mais c'est pas trop ma tasse de thé. Mais par contre, des commentaires télévisés ou radio, j'aime bien. Ok. Après, c'est toujours... je veux dire, je force pas le destin, quoi. J'envoie pas des CV dans les radios ou à la télévision parce que j'ai pas le temps. Après, si on me propose, j'accepte avec grand plaisir, quoi. Ouais, tu attends les opportunités. Ouais, exactement. Ok, j'entends. Bon, je vais commencer mes séries. Alors, j'espère que je vais pouvoir continuer à parler avec toi. On va essayer. Mais bon courage à toi, je l'ai vécu hier, je sais ce que c'est. Donc, je compte sur vous le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai de venir. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, en ce moment, je suis un petit peu focus sur mes entraînements, ma planification. Prochain bloc, c'est quoi?
Bah, écoute, je t'avoue que j'en sais rien du tout. Mais ce sera probablement de la PMA si on suit la logique, ce que veut la théorie. Mais en fait, si j'ai pris Martial comme coach, c'est parce que justement, j'ai envie de m'enlever ce poids, cette charge mentale de planifier l'entraînement. Et puis, en fait, quand je planifiais mon entraînement, c'était bien fait, très bien fait. Mais le souci, c'est que je ne sais pas si tu te poses cette question, c'est peut-être que moi, mais quand je fais l'entraînement, je me dis, ah, et si là, en fait, j'avais pas fait une bonne planification? Ah, et si là, en fait, je faisais trop simple? Ah, et si là, en fait, je fais trop compliqué? D'accord. Et du coup, ces questions-là me perturbent et je remets sans cesse en doute ce que je fais. Et donc, pour éviter cette remise en question permanente, j'ai décidé de travailler avec un coach. Et du coup, voilà, Martial, lui, il a les connaissances, il a bien plus de connaissances que moi. Et du coup, juste, il écrit sur intervalle ICU, tu fais ça, je le fais. Il me dirait, Ok. là, pour le moment, il me dirait, tu prends ta voiture, tu fais 4 fois le tour du rond-point, tu rentres à 23h30, je le fais. Voilà. Ouais, c'est ça, En tu t'es... gros, j'ai pas envie de réfléchir, j'ai trop de préoccupations, en fait, j'ai trop de charge mentale pour plein d'autres trucs que l'entraînement, je fais 100% confiance. Ouais, tu te libères d'une charge mentale, en fait. Ouais, exactement. Ouais, je pense que de toute façon, si tu veux planifier ton entraînement, un, il faut la connaissance. Deux, il faut le temps. Et trois, il faut avoir une confiance aveugle dans ce que tu fais. Exactement. S'il n'y a rien des trois piliers que t'as pas, ça marche pas. Ouais, et moi, j'ai vraiment pas confiance en ce que je fais. C'est pas que j'ai pas confiance dans ce que je fais, c'est pas le bon terme. Mais en gros, je me remets trop en question. Et vraiment, la charge mentale, enfin, le boulot d'enseignant, pour ceux qui ne savent pas, il y a une charge mentale de dingue. Et donc, je ne peux pas ajouter ça en plus. Quoi. Ouais, je comprends. Ouais, une fois que c'est posé, écrit sur le papier, il faut pas y retoucher et Exactement. il faut suivre. Et est-ce que à côté du vélo, question de Toto, le koala, est-ce que tu nous fais quelque chose d'autre sportivement? PG, Euh, autre? ouais. Bah, écoute, chaque année, je fais un peu de préparation physique générale en octobre et en novembre. Donc, c'est un mélange de course à pied, de natation et vraiment d'exercice au poids du corps. Et puis, avec ça, pour la première fois, j'ai voulu faire de la musculation en salle. Sauf que c'est pas la première fois que je me rends compte, mais j'ai tendance à prendre énormément de muscles alors que je fais pas grand chose. Alors certains vont dire, ah, c'est génial, tu Mm. fais 3 pompes, tu gonfles, c'est incroyable. Mais le souci, c'est que déjà, juste en nageant et en faisant de la PTG, j'ai tendance à prendre 2 ou 3 kilos de muscle. Et en fait, en allant à la salle, j'ai commencé un site à la salle qui était fait par Watt, qui est aussi un YouTuber et qui a créé sa planification pour cyclistes de musculation. Ok. Et en fait, au bout d'un mois, ça fonctionnait bien. J'étais plus puissant. Mais le truc, c'est que j'ai gonflé comme pas possible. Quoi. Enfin, j'ai pas spécialement pris du poids. J'ai plutôt perdu du poids. Mais par contre, j'ai attrapé des cuisseaux monumentaux. Et ça me dessert plus que ça ne me sert. C'est-à-dire qu'en gros, je vous apprends rien si je vous dis que le muscle pèse plus lourd que la graisse. Et sur le plat, c'est génial, je peux envoyer. Mais quand ça monte, je suis à l'arrêt. Quoi. Ouais, d'accord. Et, euh, et du coup, là, j'ai levé le pied. Et alors, pareil avec la natation, j'adore nager. C'est vraiment, si je faisais pas du vélo, je crois que j'irais nager tous les jours 1 heure. Mais le souci, c'est que je prends des épaules directement et tout ça. Et là, par contre, je prends du poids qui est pas complètement inutile, mais vous imaginez bien que avoir un dos, des épaules et des bras hyper musclés, bah, ça n'a pas énormément d'intérêt sur un vélo. Quoi. On est d'accord. Donc là, j'ai arrêté. Mais par contre, si un jour je reprends le triathlon, ou si un jour je reprends vraiment la natation pour le fun, ce sera un plaisir. Quoi. Ok. Tu aimerais faire d'autres choses, mais ta pratique du cyclisme à haut niveau t'oblige à limiter. Bah, c'est pas vraiment au niveau, c'est juste que vraiment ici, ouais, en fait, c'est pas la pratique du cyclisme au niveau, mais c'est vraiment, je veux aller dans le vélo à fond, là, pour le moment. Et du coup, ça m'empêche de, enfin, je peux pas faire du vélo et en même temps être bodybuilder, quoi. Je caricature, Ah mais non, voilà, non, quoi. mais je comprends l'idée. Et je pense qu'on comprend tous. Déjà, le vélo prend beaucoup de temps. En plus, tu dois faire autre chose. C'est compliqué. Je vois que tu as un beau maillot foudre. Ouais, Alors, celui-là, je suis fier, celui-là. est-ce que tu peux nous dire
Dans un premier temps, en IRL, est-ce que tu as une équipe? Quels sont tes objectifs? Et dans un deuxième temps, en e-cyclisme, la même chose. Alors, IRL, j'ai pas d'équipe pour la simple et bonne raison que, euh, en fait, ça va sembler très étrange, mais j'ai beaucoup de mal avec les liens sociaux de groupe. Donc, en fait, à chaque fois que je me retrouve dans des groupes, j'ai l'impression d'être avec des gens qui se font vraiment avoir par l'effet de groupe et qui font des conneries. Pas des grosses conneries, mais il y a vraiment une inertie de groupe un peu malsaine. Ça a tendance à se moquer. Ça a tendance à avoir des leaders, etc. Enfin, vraiment, tout ce qu'on connaît dans un groupe. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal à prendre ma place dans ce genre de truc parce que je me sens souvent très mal à l'aise quand il y a des moqueries ou des réflexions sexistes, racistes, homophobes et tout le bazar. Sauf que quand tu es dans ce genre de groupe, tu dois te normaliser. Et si tu es à la marge de ça, ben, tu te fais exclure, qui arrive quand même assez souvent. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que je suis contacté chaque année par des équipes, mais en fait, qui veulent profiter de ma toute petite notoriété sur les réseaux pour faire de la pub. Et en échange, en fait, ils ne proposent pas grand-chose. Alors que ici, j'ai un partenaire au niveau des maillots qui me fait confiance depuis presque 2 ans. Et en fait, ils me permettent d'avoir des maillots chaque année, gratuits, personnalisés, tout ça. Et donc, je préfère largement travailler avec eux parce qu'ils me font confiance. Et puis, je suis libre de faire ce que je veux au niveau de mes compétitions, de mes entraînements. Et il y a aussi quelque chose, c'est qu'en Belgique, alors ça change, mais pour les directeurs sportifs d'équipe, même chez les amateurs, le fait de faire du e-cyclisme, c'est très mal vu. Et donc, quand j'étais dans des équipes et que je disais, Ah ouais? ouais, c'est hyper mal vu. Donc, en gros, moi, quand j'ai ma dernière équipe de vélo, en fait, comme je disais, je n'étais pas un vrai cycliste parce que je m'enfilais une sortie de 21h à 23h, un peu comme aujourd'hui pour faire mes heures. Et on me disait, non, regarde les autres, ils vont rouler dehors. Et c'était vrai, en fait. L'hiver, les mecs prenaient une lampe de poche et ils allaient rouler dehors à 4h30 du matin avant le boulot ou à 22h. Et ça, Ouais. c'est le vrai vélo, quoi. Et si tu ne fais pas ça, bah, tu n'as pas ta place dans l'équipe. Quand tu fais des courses sur ville, pour eux, ça n'a aucun sens. Donc, il y a ce gros problème aussi. Et moi, je tiens à ma liberté. Euh, Ok, je donc, comprends. voilà. Mais surtout, en fait, le truc, c'est que j'ai pas envie de. Même si, entendons-nous bien, j'ai pas une grosse notoriété, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui essaient quand même d'en profiter quand c'est les équipes et ils essaient de me la foutre à l'envers. Quoi. Donc maintenant, je fais attention et je préfère courir pour moi tant qu'il n'y a pas une offre plus intéressante que ce que j'ai maintenant. Quoi. Mais Ouais. je suis honnête avec les gens. Hein. J'ai eu un appel avec une équipe pendant la période de transfert et je leur ai dit voilà, si vous ne proposez pas ça, malheureusement, ce sera non parce que de l'autre côté, j'ai déjà ça et ils comprennent bien. Quoi. Hmm. Donc, il n'y a pas de souci. Oui, tu préfères te contenter de ce que tu as aujourd'hui. Et tu préfères aussi être seul que mal accompagné. Ouais, en gros, Si je c'est résume. ça. Ouais. En Ok. fait, j'ai été un peu traumatisé parce que ce que je veux dire est vraiment hardcore, mais j'ai déjà roulé en groupe où tu as 15 gars sur des vélos, ils sont en train de s'entraîner, et puis à un moment, tu as une fille au bord de la route, et tu as tout le monde qui se met à la siffler, quoi. D'accord. C'est le genre de comportement que je ne veux pas, et c'est pas arrivé qu'une fois, et donc je ne veux pas être mêlé à ce genre de truc. Donc je prends plus de risques. Ouais. Je roule tout seul. Il faut une équipe qui a des idées. Ouais, Sinon, t'adhères exactement. pas. Exactement. Ok. Et en e-cyclisme, du coup? Ah oui, du coup, en e-cycliste, bah, écoute, je suis toujours chez Foudre. Tu m'aurais posé la question il y a 2 mois, je t'aurais dit, je veux être bon en cyclisme, mais là, vraiment, cette année, c'est priorité à la route. Alors, je vais quand même m'amuser sur rester sur lui. Je continue à faire mes entraînements, mais au niveau compétition, je veux vraiment être sur la route, ce qui explique pourquoi je ne fais pas la demi ligne non plus, parce que ça ne convient pas par rapport à À mon ta entraînement planification. ouais, exactement, pour les courses qui arrivent déjà dans un mois. Donc, voilà, priorité à la route. Ok. Ok. Bon, on va faire le lien direct avec euh, un partenaire du Team Foudre, qui est également ton coach, Martial Potier. Ouais. Donc, on en vient, du coup, au dernier bloc, la partie purement entraînement. Et qu'est-ce qui a changé? Donc, tu nous as expliqué que
Désolé, hein, je suis un peu essoufflé, c'est normal. Encore une fois. Donc, tu nous as expliqué que tu voulais te séparer de cette charge mentale pour te concentrer uniquement sur le volume d'entraînement. Mhm. Euh, Pourquoi Coach Mama? Comment c'est arrivé? Euh, ah, ça- vous allez voir que je suis prof, j'aime bien raconter. Euh, en fait, il faut repartir à un partenariat avec Nolio. Donc, quand j'étais à Boulogne-sur-Mer, on était le directeur sportif et les entraîneurs planifiaient tout sur Nolio. Et donc, Nolio m'avait contacté, ou je les avais contactés, je ne sais plus trop comment ça s'est passé, pour qu'on fasse un partenariat. Donc, en fait, pendant un an, c'était Nolio et un de leurs coachs qui s'occupait de ma planification. Ensuite, on a eu... Enfin, ça s'est arrêté parce que je partais de Boulogne-sur-Mer et tout ça, donc j'avais plus de coach. Et le jour où Nolio m'a dit que c'était terminé, en fait, peut-être 3 jours après, il y a Goutaï qui est venu vers moi. Je sais plus si c'était Goutaï. Ouais, c'était Goutaï. Et en fait, sur Goutaï, enfin, je ne saurais plus vous dire parce qu'il y en a eu tellement. Enfin, il y a eu une application où c'était un autre coach qui m'a fait une planification pendant 4-5 mois. Et un jour, il m'a appelé en me disant, ben voilà, l'application fait faillite. Donc, si tu veux, tu continues à t'entraîner, mais c'est genre 180 € par mois. Et j'étais là en mode, bon, bah, je passe de gratuit à 180 € par mois. L'entraînement est bien, mais sans plus. Et à l'époque, je me dis, bon, je rentre dans le monde du travail, je garde les 180 € et je planifie moi-même mon entraînement. Ok. Ensuite, il y a eu, je crois, Bouteille. Et donc, sur Bouteille, c'est un robot qui fait ton entraînement. Donc, tu dis les courses que tu as, le nombre, enfin, tes objectifs clés. Tu dis le nombre d'heures que tu veux t'entraîner par semaine et il te fait un bloc d'entraînement. C'était bien. Mais le problème, c'est que Bouteille, je crois que c'était Bouteille, cette appli, c'est très bien quand tu es triathlète ou que tu fais de la course à pied ou que tu prépares une cyclo. Mais quand tu cours 2 fois semaine, voire 3 fois semaine, le planificateur d'entraînement, il ne comprend pas, en fait. C'est un robot. Donc, quand tu lui dis, en fait, je cours à telle course, telle course, telle course, telle course, telle course, et puis mes objectifs, c'est celle-là et celle-là, le robot, il ne comprend pas. D'accord, je comprends. Donc, j'ai préparé une partie de ma saison avec ça, c'était bien. Mais à l'époque, je m'entraînais 8 heures. Donc, forcément, difficile de rivaliser avec des mecs qui roulent 30 000 bornes par an. Parce que les gars que j'affronte en course, ils ont entre 25 et 35 000 bornes par an. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, c'est stratosphérique. Mais en Belgique, il n'y a pas de système de catégorie, mais bon, bref. Et un jour, je vois Martial qui se lance et je me dis, OK, Martial, c'est quelqu'un que j'apprécie. Je le connais depuis plusieurs années. Il fait du bon boulot. Et en fait, je l'ai contacté. Je lui ai dit, écoute, Martial, je suis décidé. Mon objectif, c'est le vélo. Je veux performer. Je te fais confiance. Et là, du coup, je te paye et je te fais une confiance aveugle et tu me rends plus fort, quoi. Et là, ça fait, je dirais, ça doit faire 7 ou 8 mois, je pense, que je travaille avec Martial. Et il n'y a pas photo, quoi. Je lui fais confiance. Il est à l'écoute. Alors que je suis quelqu'un de très chiant à cause de ce que j'ai dans la vie, mes grosses occupations. Et il est toujours à l'écoute. Il m'aide beaucoup. Il faut savoir que tous les mois, je ne sais plus quand, mais il envoie des mails. En fait, il envoie des mails avec des plus. Donc, en plus de discuter avec lui quotidiennement et qu'il repasse un tour sur les séances et tout ça, il a une newsletter où en fait il donne des conseils. Et c'est toujours un bon rappel ou un bon apprentissage. Donc voilà. Donc voilà. C'est pour ça Martial, parce que je lui fais confiance. C'est quelqu'un que j'apprécie et c'est quelqu'un de vrai, quoi. Quand il n'est pas content sur ce que je fais, il n'a pas peur de le dire. Toujours gentiment, tout ça. Mais moi j'ai besoin de ça, quoi. J'ai besoin de quelqu'un qui me recadre de temps en temps. J'ai besoin de quelqu'un qui me soutient, qui m'encourage quand il faut. Et je retrouve tout ça en lui. Donc voilà, je suis très content. Donc voilà, je continue avec lui. Ouais, donc le petit coup de pied derrière quand il faut. Exactement. Tu nous as parlé donc de ton coaching, Ouais. mais tu nous as pas parlé vraiment de tes objectifs. Est-ce que pour la série Cup, tu as sélectionné des objectifs de course précises? Ou est-ce que tu vas prendre chaque course comme un objectif? Non, je ne peux pas prendre chaque course comme un objectif parce qu'il y a des semaines où je vais courir 3 fois. Donc le mercredi, le samedi, le dimanche. Donc il y a des courses qui sont vraiment de l'entraînement.
D'ailleurs, j'ai fait mon calendrier de course et Martial y a accès. Et du coup, il y a un niveau 1, 2, 3. Le 1, c'est les objectifs principaux, puis secondaires, et puis tertiaires. Le 3, c'est vraiment les objectifs d'entraînement. Ok. Et pour Martial, je lui ai dit, évidemment, c'est lui qui me coach, quels étaient les objectifs principaux. Par contre, je ne vais pas les annoncer sur YouTube pour la simple et bonne raison que quand tu annonces quelque chose sur YouTube et que tu te foires, Ouais. de un, tu te prends une déferlante de haine et de messages assez violents parfois. Ensuite, il y a aussi ce truc que en fait, les gens contre qui je cours regardent mes vidéos. Et si j'annonce quelque chose, ouais, tu connais ça. Et en fait, il y a ceux qui sont encore sympas et qui disent ah, j'ai vu ta vidéo, alors c'est pour ça, c'est un objectif, bah, c'est bien et tout, je vais t'aider. Et puis à l'inverse, il y a des gens qui m'aiment pas beaucoup parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. Et du coup, ces gens-là sont pas sympas IRL. Donc c'est-à-dire que en fait, ils font de la déstabilisation. C'est-à-dire que tu es en train de rouler tranquille et il y a l'échauffement. Tu as un mec qui arrive derrière toi qui dit oh là là, t'as grossi, il me semble, et puis ton objectif là, c'est bien beau, mais toi, t'es pas un vrai cycliste à rouler sur Zwift, et puis bah, de toute façon, moi, je vais tout faire pour pas que tu gagnes, quoi. T'as dit que c'était ton objectif, ben moi, mon objectif, c'est que tu gagnes, quoi. Donc, il y a des gens comme ça. Donc, ici, il y a des objectifs que je peux dire, hein, genre, après, c'est parce que c'est tout con. Qui ne dit pas que son objectif, c'est le championnat de Belgique? Tout le monde est au départ de cette course pour gagner. Donc, évidemment, il y a le championnat de Belgique. Après, le reste, je les garde pour moi. Ça m'évite d'avoir des mauvaises surprises avec des gens qui essayent de me niquer mon objectif en faisant pas la course pour gagner, mais en faisant la course pour me la faire perdre. Je comprends l'idée. Les gars qui prennent la main un plaisir à se contenter de te faire perdre, en fait, en oubliant totalement la course. Oui, et alors, je rebondis là-dessus parce que justement, on parlait des sujets. Il faut savoir que il y a quand même une violence très malsaine sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai fait le choix d'exposer ça. Et voilà. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai changé de nom, que c'est plus Alexandre Marley Cyclisme, mais c'est le cycliste belge. Ça me permet d'avoir une carapace et c'est pas vraiment moi qui prends les coups. C'est une espèce de clown bonne idée. Ouais. Qui prend les coups pour moi. Et voilà, c'est un personnage. Savoir que sur YouTube, alors, je suis quelqu'un quand même qui est assez vrai, assez franc et puis suis moi-même. Mais dans ma tête, c'est un personnage. Mais je reçois toutes les semaines des messages. Si vous les voyez, c'est effarant. C'est vrai. Alors que je suis pas beaucoup suivi, mais il y a des gens. Alors depuis que sur Instagram, on peut bloquer les comptes et tous les futurs comptes créés par l'utilisateur, ça va mieux. Mais il y a un moment où il y en a un où il recrée sans cesse des comptes et j'avais droit à ma putain de truc tous les matins, quoi. Donc, mais c'était pas que avec moi. Il faisait le même coup à Jeune Cycliste Dynamique et à Quentin Ruel. D'accord. Donc voilà. Donc un jour, on était d'ailleurs tous les trois et il nous envoyait un message à tous les trois. On s'est regardé, on a craqué. Il y a des rushs de vidéos où on l'insulte, donc on s'est défoulé. C'est jamais sorti évidemment et on l'a bloqué, quoi. Mais en fait, quand on dit commentez la vidéo, faites-nous des retours et tout, c'est hyper important, autant chez moi que chez les autres, parce que en fait, il y a des périodes où quand il n'y a pas de commentaires. Enfin, je parle de ça parce que cette semaine, ma vidéo n'a pas trop marché sur RGT, donc il y a très peu de commentaires. Mais la plupart des commentaires, ils sont supprimés parce que c'est des commentaires un peu rageux. Et puis, c'est des semaines où, si tu as 3 commentaires, à côté de ça, sur Instagram, tu reçois 5 messages de gens qui te critiquent, quoi. Et du coup, parfois, c'est un peu dur. Donc, si vous n'aimez pas quelqu'un, ne regardez pas, mais ne lui envoyez pas des messages en lui disant qu'il doit se suicider, quoi. Non, mais c'est pas trop cool. Je peux que être d'accord avec toi, mais on a le droit de pas aimer. On a le droit d'apporter des souhaits d'amélioration, mais ça doit toujours être bienveillant. Je pense que pour beaucoup, le problème n'est pas forcément le fond, mais surtout la forme. Je sais pas ce que tu en penses, mais si on te dit, par exemple, Alexandre, ta vidéo, je l'ai pas aimée parce que j'ai trouvé que tu n'as pas accès sur ça ou sur ça, tu l'entendras mieux et tu modifieras ton contenu, plutôt que si on te disait t'es une merde, ta vidéo c'est à chier, arrête YouTube.
Ouais, exactement. Mais en fait, le truc, c'est que, justement, moi, je suis pour la critique constructive. J'ai pas le savoir-faire de Quentin au niveau du montage, parce que c'est son métier. Donc, il y a plein de trucs que je sais pas faire. Je fais ça pour mon plaisir, pour divertir. Si jamais quelqu'un a une critique, mais constructive, évidemment, je vais répondre, je serai super content. C'est dans le but de m'améliorer. Mais parfois, je reçois juste un commentaire qui dit, enfin, soit un commentaire, soit sur Instagram, un message, c'est quand même quelqu'un qui écrit ça. Pour moi, le matin, je me réveille et je lis, t'es une grosse merde, suicide-toi, toi, genre de truc. Ah, là, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Ou alors, soit des trucs, genre, il y en a un ici, c'est lunaire. Il envoie des commentaires. Chaque vidéo, il dit. Enfin, j'en ai déjà parlé parce que finalement, c'est drôle. Mais je lis le commentaire, il est marqué gras comme un jambon et en élite. Point. Donc, forcément, là, c'est des attaques à dominem. Bah, forcément que je ne fais pas 65 kilos et que voilà, mais c'est pas non plus mon objectif. Enfin, je partage pas des vidéos pour qu'il y ait ce genre de commentaires. Oui, c'est ça, et tout le monde ne peut pas être Quintana, quoi. Oui, surtout que la personne qui publie ça, en fait, on n'en sait rien de qui c'est anonyme. Donc si ça tombe, c'est quelqu'un qui est obèse ou j'en sais rien, tu vois. Ah, j'ai Et, Cycle de l'eau qui nous dit belle communauté. Non, je vous rassure que, ouais, après, c'est en très fait, rare. Hein. c'est ça. En C'est fait, toujours les mêmes, en fait. il faut savoir que quand tu tiens une chaîne, tu as 95% des personnes qui sont bienveillantes, comme vous tous, et tu as toujours un pourcentage de personnes qui sont juste là pour passer leur temps, mais d'une mauvaise façon. Ouais, et puis, il faut bien rappeler que sur les, je sais pas, s'il y a 5000 personnes qui regardent la vidéo, il y en a 4900 qui vont juste regarder, qui vont rien commenter. Il y en a 700, enfin, il y en a, pardon, 70 qui vont dire que la vidéo était bien. Et puis, il y en a 30 qui sont une bande d'enculés, quoi. Le problème, c'est que ces 30-là, bah, c'est ceux qui font plus mal, quoi. Et donc, ça, c'est pas bien, mais c'est ceux qu'on retient. Donc là, forcément, ça pique. On en vient juste à une philosophie de vie qui est retenez que le positif, les gars. Exactement. Ne vous concentrez pas sur le négatif parce que j'ai une anecdote sur ça. J'ai toujours cette image de deux enfants qui jouent sur une plage. Vous connaissez peut-être cette histoire. Le premier enfant va faire un château de sable et un deuxième enfant va le regarder, va s'approcher doucement et va écraser le château de sable. La mauvaise personne, c'est qui? C'est celui qui a eu la créativité de construire le château de sable ou c'est celui qui a pris juste 5 secondes pour le détruire? Donc voilà, donc essayez les choses, trompez-vous, retenez le positif, retenez qui peut vous aider à améliorer le château de sable, mais ne vous attardez pas sur les personnes qui n'essayent même pas de construire quelque chose. Parce que c'est beaucoup plus facile de démonter quelque chose que de le construire. C'est tout ce que j'avais. Ouais, surtout que si tu es motivé, que tu sais où tu vas reconstruire ton château de sable. Et avec l'expérience que tu as, tu vas sûrement le reconstruire bien mieux. C'est ça. Donc, tu vas faire des fondations plus solides. Tu vas améliorer exactement. pas mal de choses. Et demain, la personne qui va vouloir le détruire, ben, ça va plus lui prendre 5 secondes. Bon, allez, deuxième série pour moi. Tiens, puisqu'on parle un petit peu de bienveillance, est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui peuvent nous regarder en termes d'entraînement? Tu avais 2 conseils à leur donner. Ce serait quoi? Pour bien commencer. Ouais, le conseil le plus important, c'est qu'il faut prendre du plaisir. Je crois que tout le monde dit ça, et du coup, c'est un peu la phrase qui devient un peu la phrase bateau. Parce que tout le monde dit oui, mais voilà, l'entraînement, il faut prendre du plaisir. Alors, c'est vrai, mais il faut vraiment savoir ce que c'est le plaisir. Enfin, je veux dire, ouais, je sais pas comment expliquer ça, mais il faut vraiment... 5 fois 10, faire 10 séries de 5 minutes à 350 watts, ça fait pas plaisir sur le coup. Ouais. Explique-nous. Mais en fait, en gros, ça fait pas plaisir sur le court terme. Mais sur le long terme, en fait, il y a une phrase que vous connaissez tous qui dit « souffre à l'entraînement et tu feras souffrir les autres en course ». Et cette phrase est vraie. Mais au-delà de ça, je veux dire, avant chaque saison, parce qu'à force de faire du vélo, moi, j'ai eu ce truc, c'est que c'est devenu une routine. Donc, ça veut dire que chaque année, parce que ça fait plus de 10 ans que je fais du vélo en compétition,
chaque année, en fait, on arrive en octobre, la saison s'arrête, on prend un petit peu de pause, on refait PPG, etc. Et puis c'est reparti. Et donc, je ne m'étais jamais posé la question de, tiens, est-ce que j'aime vraiment le vélo? En fait, à un moment, je me suis dit, Alexandre, est-ce que tu aimes toujours faire du vélo? La réponse était non. Vraiment, la réponse, c'était, ça me fait chier. J'en ai marre de me coller 5 heures le samedi, 5 heures le dimanche, de faire 4 heures le mercredi, de faire l'intensité le mardi, le jeudi, de faire récup le lundi. Ça commence à me gonfler. Donc, je me suis dit, là, tu as deux solutions. Soit tu continues, mais tu vas tout lâcher, soit tu arrêtes. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter. Jusqu'au jour où je me suis dit, après avoir pris 10 kilos, je me suis dit, OK, là, ça te manque quand même. La sensation du peloton, le fait d'attaquer, le fait d'avoir des potes dans le vélo, d'aller t'entraîner, tout ça te manque. Donc, j'ai repris du plaisir à faire du vélo. Et depuis, ça ne m'a plus jamais quitté. Mais ce que je veux dire par notion de plaisir, c'est dire que, en fait, posez-vous de temps en temps avec vous-même. Dites-vous, est-ce que je suis encore passionné par ce que je fais? Est-ce que ça m'amuse encore de prendre mon vélo pour aller rouler sous la pluie? Est-ce que ça m'amuse encore de faire 3 heures de home trainer parce que j'en ai besoin pour progresser? Est-ce que ça m'amuse de me lever tôt le dimanche pour aller à l'entraînement l'hiver? Est-ce que ça m'amuse d'aller faire une course le samedi après-midi et de souffrir? Si la réponse est oui, vous allez d'office progresser et ça va être bien. Si la réponse est bah là, je sais pas, j'ai un doute, bah ça peut être compliqué, quoi. Est-ce que tu penses pas aussi que ce qui est important, c'est que chacun trouve sa notion du plaisir? Oui, après, moi là, je parle en tant que compétiteur. Moi, je connais des gens, ils font 40 km de vélo par mois et ils y trouvent un plaisir dingue. D'ailleurs, moi, j'ai découvert une nouvelle facette de moi sur un vélo. C'est qu'avant, moi, c'était vélo compétition. Maintenant, je kiffe faire du vélo à 15 km/h en me baladant le long du canal ou en découvrant des nouveaux paysages. Hein. Quand je suis parti dans le Vaucluse avec Quentin et Nico, on a fait beaucoup de découvertes VTT gravel. C'était vraiment de la balade. C'était pas de l'entraînement. C'était vraiment du pur plaisir. Et j'ai kiffé. Là, mon vélo 4, je m'en sers comme entraînement, mais je veux dire, ça sert surtout à me déplacer d'un point A à un point B en étant payé par mon employeur. Ce qui est quand même exceptionnel. Je suis devenu professionnel à vélo, vu que je suis payé pour rouler. Belle définition, ça. Ouais, hein. Et du coup, c'est un autre plaisir, quoi. Je roule pas, quand je fais mon vélo tard, la première chose que je me dis, c'est cool, je pollue pas, je fais un petit sport tranquille, et je profite, j'arrive à l'école en ayant fait du sport, etc. Après, dans une deuxième partie, je me dis, bah, mon endurance est faite. Mais c'est un autre plaisir. Je suis d'accord. Je pense que tu as raison dans ce que tu dis, c'est que chacun doit s'auto-centrer à un moment donné et se demander qu'est-ce qui lui apporte du plaisir dans son activité. Parce qu'on va pas se cacher, le vélo, c'est un sport d'endurance, c'est un sport qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, même au niveau amateur. Et du coup, si tu n'es plus aligné avec ce que tu aimes dans le vélo, tu vas être dégoûté. Et c'est ce que tu racontes très bien, c'est que à un moment donné, tu n'étais plus en phase et tu as dû arrêter pendant un certain temps pour te rappeler pourquoi tu faisais du vélo. Ouais, exactement. Donc, l'important, c'est de ne pas écouter pourquoi les autres font du vélo, mais de vraiment découvrir pourquoi nous, on veut faire du vélo. Je prends l'exemple de Cycle de l'eau qui dit « Mon plus grand plaisir, c'est de développer mon cardio. » Voilà, ça, la progression, ça va être ce qui va te pousser tous les soirs, tous les matins, à passer du temps sur le vélo. Par exemple, là, ce que j'aimerais bien, c'est développer ma respiration pour pouvoir parler avec vous. Donc, ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Mais moi, j'ai jamais pris autant de plaisir, et autant de motivation que depuis que j'ai planifié mes entraînements un peu comme toi, et que je vois ma progression exponentielle. Donc, voilà. Et puis, moi, j'ai eu un déclic quand même il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'était encore garde d'emploi, où je me suis dit, en fait, pendant longtemps, on m'a dit, le home trainer, c'est pas de l'entraînement. C'est pas de l'entraînement, c'est pas de l'entraînement. Et du coup, quand j'avais le choix entre faire 3 heures d'entraînement sur home trainer ou ne rien faire parce que j'avais pas eu l'occasion d'aller faire 3 heures dehors, il y a un moment où je disais, oh là là, les gens vont encore dire que je fais du home trainer, je fais rien, ou alors je cache ma sortie. Donc, j'en étais arrivé là. D'accord. Et puis, à force de te regarder, etc. Et puis,
on va pas se mentir que les 2 dernières années, la littérature scientifique sur l'entraînement sur l'entraîneur a beaucoup Ouais, évolué. on est d'accord. Mais à force d'avoir tout ça et de me dire, ben voilà, lui avec sa vie de famille, tout ça, il fait ses entraînements le soir sur entraîneur et il progresse. Il a un niveau plus élevé que le mien. Donc c'est possible, tu l'as démontré. J'ai arrêté de me poser des questions. Quoi. Je me suis dit, ben voilà, si j'ai envie de me taper 5 heures sur mon entraîneur, ben c'est mon problème, quoi. Et je le fais. Donc ça a vraiment changé beaucoup de choses. Parce que là, moi, la semaine dernière, j'ai fait énormément de routes dehors. Parce que j'ai fait du vélo taf, il pleuvait, mais il faisait chaud. Donc j'étais content. Là, c'est pas un plaisir pour moi de faire du vélo par -8. J'ai peur de glisser. J'ai un mauvais souvenir. Je me suis cassé la main en m'entraînant un hiver en 2014. Là, mon plaisir pour moi, c'est de rouler à l'intérieur. Et la progression, c'est bien aussi, quoi. Donc, il faut se faire plaisir. C'est ça que je veux dire. Quand on dit qu'il faut se faire plaisir, et ça, Marcel a très bien compris aussi. Si j'ai pas envie d'aller dehors parce que je me sens angoissé avec la circulation, avec la neige, avec le verglas, avec le froid, ben, je monte sur mon entraîneur. Si je me dis, tiens, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire de home trainer, j'ai envie d'aller dehors, je vais dehors. Si je me dis, ben, tiens, aujourd'hui, je me sens bien, j'ai envie de faire du vélo taf et puis de faire une course vite ce soir, j'aurai 100 bornes, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Je le Ouais, fais. c'est ça. Mais je suis content de ce que tu me dis parce que tu as réussi à casser des codes qui étaient ancrés depuis longtemps sur l'entraînement. Tu as dit 2 choses vraies dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as pu casser des codes en voyant les autres et en inspirant des choses qui fonctionnaient et tu as voulu essayer. On en revient au château de sable. Tu l'as pris, t'as pris la peine de le construire. Il t'a trompé, et ce qu'on vient de le démolir. Et la deuxième chose que je retiens, c'est que tu as su te servir de chaque moment que tu avais à ta disposition pour progresser. T'as vraiment... Je pense que le vélo, c'est ma façon de vivre au quotidien. Le vélo, je m'en sers dans ma vie quotidienne. C'est-à-dire, pour être un bon cycliste, il faut de l'abnégation, il faut croire en soi, il faut être patient. Je dirais même, il faut être très patient. Il faut répéter les choses beaucoup de fois pour que ça ait une habitude. Donc si au quotidien, on arrive à mettre tout ça en place, je pense que tu deviens un bon cycliste, un meilleur cycliste, mais aussi une meilleure personne dans ta vie quotidienne, auprès de tes proches et au travail également. Ah, mais c'est clair, mais c'est une école de vie. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'établissement scolaire dans lequel j'étais qui m'a forgé. Donc, que c'était un sport études cyclisme. Bah, on sait tous que le cyclisme, c'est quelque chose de très difficile comme sport. En fait, ils m'ont vraiment appris, au niveau du coaching, des cours et tout ça là-bas, qu'il fallait une discipline. Et ça m'a beaucoup aidé, cette discipline, parce que ça m'a permis d'entreprendre plein de trucs et de me lancer à fond dans plein de choses en étant discipliné. Et ça, pour ça, franchement, ça n'a pas de prix. Et pareil, le vélo en temps normal, en fait, si tu veux être performant sur le vélo, tu dois t'entraîner, tu dois faire gaffe à ce que tu bouges, tu dois dormir, tu dois vraiment faire attention à plein de trucs. Des choses qui sont de l'ordre du détail. Enfin, il y a des trucs, si vous dites ça à vos collègues ou à votre famille, ils vous prennent pour des fous, quoi. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Ben, mange là ta portion de frites en plus, ne casse pas les pieds, quoi. Mais en fait, tous ces petits trucs qu'on met en place, si on ne le fait pas, bah, on progresse plus, quoi. Comme tu dis, cette fameuse courbe. En fait, le vélo, c'est vraiment le meilleur moyen pour hacker sa vie, quoi. Parce que tu deviens plus fort dans tout, tu deviens plus fort mentalement, tu deviens plus fort physiquement. Enfin, c'est la folie. C'est un peu comme tous les sports, hein. Ouais. Mais comme tu disais, le vélo a la particularité d'être un sport chronophage où pour pouvoir suivre les autres, tu es obligé de faire énormément d'heures. Et donc, en faisant énormément d'heures, surtout pour la compète, hein, je parle là, bah, tu es obligé de te discipliner. Et puis, tu dois faire attention à ne pas te blesser. Il ne faut pas te blesser. Il faut du repos, il faut de l'alimentation. Il faut enfin voilà, il faut tout ce que tu as cité avant, quoi. Tout à l'heure, on a parlé d'idées reçues. On peut remarquer qu'aujourd'hui, le home trainer se développe de plus en plus, mais n'est pas encore devenu la base. Est-ce que tu penses que, à court ou moyen terme, le home trainer prendra le pas sur la route?
Ah oui, on va y venir parce que, en fait, là, on est le cul entre deux chaises. Je m'explique. Alors, c'est pas une généralité, mais je vais prendre l'exemple de la Belgique parce que c'est un cas qu'on voit souvent. On est encore à la vieille école. C'est-à-dire que dans les clubs amateurs de jeunes et tout ça, on a des gens qui disent encore, bah voilà, pour progresser, il faut rouler beaucoup d'heures, petit plateau l'hiver, bien mouliner, et puis tu vas arriver sur les courses, tu vas voir, ça va aller tout seul. Et si tu roules pas dehors assez, ça ira pas. Donc on a encore beaucoup ce message. Le problème, c'est que ils sont confrontés, ces gens-là, à la nouvelle littérature dont on parlait tout à l'heure, qui a beaucoup progressé, c'est en comptant large ces 20 dernières années, avec l'arrivée du capteur de puissance, avec l'arrivée du home trainer, etc. Maintenant, un capteur de puissance, c'est quand même accessible beaucoup plus facilement qu'avant. Je me rappelle quand même que dans les années 2000, c'était réservé qu'à l'élite. Même encore dans les années 2010, il y avait SRM, il fallait sortir 3 000 € pour avoir un capteur de puissance. Ouais. Ici, vous pouvez en avoir un pour 500 €. Vous pouvez en avoir un sur votre home trainer, etc. Donc, il y a eu beaucoup d'avancées là-dessus. Et donc, ces gens, ils sont un peu retardés au niveau de la littérature scientifique. Ils se retrouvent confrontés à plusieurs choses. Premièrement, la science qui avance. Deuxièmement, une réalité qui est que malheureusement, c'est de plus en plus compliqué pour tout le monde d'aller rouler dehors parce qu'il y a de plus en plus de voitures. Je prends une statistique. Il y a 20 ans, il y avait 0,7 voitures par ménage. Pour les chiffres belges, mais ça ne doit pas être plus loin de ça en France. Maintenant, on est à 1,7. Donc, on a plus que doublé ce chiffre de voitures. Alors, comme ça paraît rien. Mais ça veut dire que quand vous roulez, vous croisez 2 fois plus de voitures qu'avant. Et donc, il y a ce stress. Enfin, moi, je ne suis pas parent, contrairement à toi. Mais le jour où j'aurai des enfants, je serai très content qu'ils fassent du vélo. Mais je ne suis pas sûr que je serai rassuré d'aller avec eux sur la route. Donc, tout ça pour en venir à... en fait, moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai déjà roulé sur un trainer alors qu'il faisait beau parce que j'avais une angoisse. Donc, je me réveillais le matin, je disais, il faut aller rouler. Et dans ma tête, l'idée de aujourd'hui, si je vais dehors, je vais mourir. Je sens que c'est mon jour. Je vais me faire péter par une bagnole. Et du coup, je ne vais pas. Je roule sur un trainer. Donc, j'ai cette angoisse qui est présente. Ouais. Après, je me suis fait péter 2 fois par une voiture. Alors, j'ai rien de grave, mais je veux dire que ça laisse quand même des mauvais souvenirs. On est d'accord. Mais j'ai ce truc dans la tête. Donc, il y a des jours où je me dis, là, aujourd'hui, je n'y vais pas. Parce que je sens que si je vais dehors, j'ai ce pressentiment où je me dis, c'est la dernière fois où je monte sur un vélo. D'accord. Et donc, du coup, je roule sur un trailer. Et donc, ça va arriver de plus en plus. Et donc, on va arriver à des gens qui vont s'entraîner exclusivement sur un trailer, un peu comme tu fais, et faire des compétitions sur route fermée. Et des gens qui feront plus du home trainer parce que ça leur permet de faire du sport depuis chez eux, un peu comme ils veulent, quoi. Donc en fait, aujourd'hui, tu n'as pas peur de remplacer un entraîneur route par un entraîneur d'entraîneur? Bah non, c'est ce que je disais l'autre fois, je crois que j'en avais discuté avec toi, ou je ne sais plus c'était avec qui. Mais j'avais tapé 4 heures de home trainer, et il y a des gars qui étaient passés, ils avaient sûrement vu, j'étais en live sur Instagram, et j'ai eu une vague de 2-3 gars qui disaient, ouais, mais c'est pas du vélo, et c'est pas bon pour le corps, et patati patata, parce qu'ils avaient trop regardé Cycle Passion, et qu'ils étaient lobotomisés, quoi. Ouais. On en revient aux vieilles croyances qui dit que faire plus de 3 quarts d'heure de home trainer, ça peut être très néfaste pour la santé. Et que maintenant, on connaît beaucoup d'exemples qui disent que ça fait 5 ans qu'il fait 6 heures par jour. On va pas le citer, hein, Alexis. Et pourtant, il va très très bien. Non, et puis, au-delà de ça, moi, j'ai jamais été aussi fort en course que depuis que je fais du home trainer. En fait, j'ai une caisse d'enfer. On me disait, ouais, les courses Zwift, tu vas te cramer. Alors, c'est vrai, si tu cours tout le temps, tu te crames. Mais les courses Zwift, je me suis retrouvé sur des courses où j'étais main en haut du guidon à 260 watts, 280 watts, qui est la moyenne que je pousse sur une course Zwift de 2 heures. Et je parlais avec les mecs dans le peloton. Et tout le monde était... Parce qu'en fait, j'avais eu la caisse sur Zwift avec cette endurance. Et donc ça a été hyper utile, première chose. Et deuxième chose, ça fait 4 ans que je fais du home trainer avec parfois des sorties de 5 heures, 6 heures, etc. Quand tu es bien hydraté, que tu es bien aéré, tout ça, je me suis blessé 0 fois. Jour de fatigue, 0. Courbature, 0. Crampe, 0. Alors, je joue pas, évidemment. Mais je veux dire,
j'en suis pas mort, quoi. Donc, il Ok, faut arrêter de dire, oh là là, si tu fais 46 minutes de home trainer, ce qui est conseillé, c'est 45. Donc, il y a 46 minutes, c'est foutu. Tu ne feras plus jamais une course, tu vas plus finir une course, quoi. ok, bah écoute, on en vient à la prochaine question du coup. Toi qui fais beaucoup de home trainer, quels sont les principes de base pour pas se blesser, pour pas avoir de pépins sur le long terme? Bah, je sais pas comment je fais pour pas me blesser. Parce que, en vrai, je fais pas beaucoup d'heures. Parce que, on dit, certains disent, oui, 14, 15, 16 heures de vélo, c'est énorme, en travaillant et tout ça. Alors, ça peut être vrai, mais en vrai, quand on regarde ce que font certains autres cyclistes qui courent contre moi, ben 15 heures, c'est la moitié de ce qu'ils font. Donc, on est, euh, on est loin d'exagérer au niveau performance du corps. Et puis, je pense que j'écoute mon corps. Ça veut dire que si vraiment il y a un jour où je me sens pas bien, où je me sens fatigué, où je sens, en fait, j'ai pas souvent des courbatures, ça arrive jamais. Euh, j'ai rarement mal aux jambes, mais c'est plutôt mental. Si je suis fatigué mentalement, bah, je me repose pas. Et Ok. je me suis jamais blessé, jamais. Après, peut-être que je force pas assez, hein. C'était pour ça. Alors, est-ce que je peux compléter un petit peu ce que tu dis? Donc, on a retenu l'idée. Ton idée, c'est écouter son corps, écouter, Yes. savoir ressentir le corps. Ok. Est-ce que tu es d'accord avec moi si on dit que les principes de base de l'entraînement sur entraîneur reposent sur des principes simples? La première chose qui me vient en tête, moi, c'est la position sur le vélo. On est sur un outil qui est statique. Donc, ça veut dire que la position sur le vélo doit être nickel. Ça veut dire que l'angle des genoux doit être nickel. Ça veut dire que la position du dos, etc. Voilà, on doit être parfaitement posé sur le vélo pour pouvoir faire plusieurs heures sans avoir la moindre douleur. Pour moi, ça, c'est le premier principe de base. Donc, les gars, études posturales conseillées. La deuxième chose, c'est que, vous l'avez remarqué, sur l'entraîneur, on transpire beaucoup, puisque forcément, il n'y a pas le vent, il n'y a pas l'air euh, qui vient sur le visage et sur le corps. Pensez à vous hydrater beaucoup. Alors, moi, j'aime bien dire environ 1 litre d'eau avec un peu d'électrolyte par heure. Ça peut être beaucoup ou pas assez pour d'autres, voilà. Mais en tout cas, moi, c'est ma moyenne personnelle. Euh, la deuxième chose qui vient, c'est la progressivité. Comme tout entraînement, pour moi, lorsqu'on est sur le home trainer, il faut respecter la progressivité. Vous n'allez pas tout de suite pouvoir faire 2 ou 3 heures sur le home trainer. Je pense qu'il faut y aller par étapes. Apprendre à apprivoiser le coup de pédale sur le home trainer, puisque même si les home trainers sont de plus en plus performants, ça reste un coup de pédale un peu différent. Et puis voilà, pour le reste, t'as quelque chose à rajouter? Non, bah, moi, je pense qu'effectivement, la position sur le vélo est ultra importante. On sait bien que 1 millimètre de calme mal réglé, ça peut engendrer des gros soucis. Après, sur l'aspect fixe du vélo, statique, en vrai, avec les home trainers, soit qui sont sur Rocker Plate, alors moi, j'en ai pas, mais qui sont sur Rocker Plate, ou alors, bêtement, le fait d'avoir la résistance du home trainer qui est mise, bah, pas à zéro, mais par exemple à 50, 60, 70 ou 100%. En fait, ça oblige, dans les team faux play et tout ça, à se mettre en danseuse, etc. Donc, en réalité, ça ne change pas grand-chose. En fait, la grosse différence, surtout, c'est que tu n'as pas vraiment de moment de pause sur tu pédales tout le temps. Je suis d'accord. Donc c'est ça où il faut être vigilant au niveau de la position du vélo. Parce que là où sur une sortie de 3 heures dehors, tu vas peut-être tourner, j'invente, hein, mais 10 000 fois les jambes, là sur entraîneur, tu vas peut-être les tourner 17, 18 000 fois. Donc le mouvement se répète beaucoup plus. Et c'est là où il faut être attentif. Et s'il y a la moindre gêne, une petite gêne au genou, au dos, etc., il vaut mieux ralentir, quoi. On est d'accord. Mais on en vient en fait, on en vient au point fort du home trainer aussi, c'est que tu as dit que c'est beaucoup plus sécure au niveau de la circulation. Ouais. Mais moi, l'autre avantage que j'y vois, c'est que c'est facile d'accès. Dans le sens où ton vélo est chez toi, tu as juste à enfiler le cuissard et monter dessus. Donc pas de perte de temps. Et l'autre chose, enfin, le gros point fort pour moi, c'est que tu n'as jamais de temps de pause. Tu t'arrêtes pas au stop, tu t'arrêtes pas au feu rouge, tu ralentis pas à l'amorce d'un virage, dans une descente.
2 heures d'entraînement peuvent être 2 heures d'entraînement pleines. Mhm. Et ça, c'est très riche quand même. Ouais, je suis assez d'accord. Et alors là où je suis un petit peu moins d'accord avec toi, c'est sur l'aspect accessibilité. Que forcément, on a la chance d'avoir une pièce où on peut faire du home trainer, etc. Mais je me souviens d'une époque pas si lointaine où je vivais dans un 25 mètres carrés à deux. Et je connais beaucoup de gens à chaque fois que je dis oui, mais le home trainer, c'est facile. Et chez toi, tu es dans ta pièce, oui, parce que j'ai la chance d'avoir ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens, en fait, devoir monter le home trainer, faire du home trainer dans un 30 mètres, même à 60 mètres carrés, où ils me disent parfois à 3 ou à 4, c'est fort contraignant. Donc, Oui, nous, on a la chance de pouvoir le faire, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Par contre, 100% d'accord avec toi, avec le fait que tu ne perds pas de temps. Pareil, faire l'intensité. Enfin, là, tu es en train de faire ton sweet spot sur home trainer. C'est quand même vachement agréable parce que tu ne dois pas faire gaffe à la circulation, au feu, etc. Moi, j'ai eu le bonheur de faire du sweet spot la semaine dernière. Donc, pas ce mardi-là, mais le mardi avant. J'ai fait du sweet spot à 6h40 du matin dehors parce que j'allais à mon vélo taf. Bah, je peux vous assurer que bon courage, quoi. Parce que quand tu as 25 minutes de sweet spot à presque 300 watts, bah, 300 watts avec la circulation, bah, j'ai cru que j'avais crevé 18 fois, quoi. on est d'accord. Donc, donc l'entraînement est vachement plus qualitatif sur home trainer pour tout ce qui est intensité. D'ailleurs, je ne fais plus aucune intensité dehors, sauf les sprints. D'accord. Donc, question suivante. Comment, si pour ceux qui ont la chance d'avoir les deux outils, l'extérieur et l'home trainer, comment tu penses qu'on peut organiser les deux outils? Mais moi, en fait, je ne fais pas de différence. Donc, en gros, pour moi, la séance, qu'elle soit dehors ou dedans, c'est la même. C'est-à-dire que alors c'est peut-être pas bien, hein, mais je ne différencie pas les deux. C'est-à-dire que si j'ai une sortie de 4 heures à faire, que ce soit dehors ou sur home trainer, selon ce qui m'arrange le plus, je la fais dehors ou sur home trainer. Donc, je fais pas de changement. Parce que parfois, par exemple, ici, c'était impossible de faire, aujourd'hui, je vais faire entre 2 heures et 2h30. C'était pas possible de les faire dehors. Enfin, c'est toujours possible, mais je veux dire, je vais pas aller faire 2 heures, 2h30 avec du verglas, avec moins de 3 degrés dans le noir, sans éclairage, vu que l'éclairage public a été coupé en aussi. Ouais. Alors que là, je peux faire mes 2 heures, 2h30 sur l'entraîneur. Donc, je ne change pas. Pareil, si un jour je dois faire une séance PMA et que je me dis que aujourd'hui, il fait 25 degrés, il fait beau, j'ai envie d'aller la faire dehors, bah, je vais la faire dehors. Vraiment, les deux outils pour moi sont les mêmes. Juste, j'en ai un, je peux le faire dedans, l'autre, je peux le faire dehors. Selon ce qui m'arrange le mieux, je choisis l'outil qui me va le mieux, le jour même. Après, Zwift, on sait bien, a tendance à augmenter la vitesse et donc, je ne compte plus comme les gens aiment compter sur Strava, c'est-à-dire en kilomètres, je compte en heures. Ça veut dire que là, je me Ouais, suis fixé de faire entre 14 et 18 heures par semaine. Ben, si je fais 14 heures sur home trainer, ça va me donner 600 bornes. Si je fais 14 heures dehors, ça va m'en donner 400, quoi. Mais c'est les heures qui comptent, c'est pas les kilomètres. ok, on est d'accord. C'est vrai que sur Zip, vous pouvez voir hein, en ce moment, 295 watts, 43 km/h, sans aspiration. Bon, on va dire que j'ai un beau vent dans le dos. Euh, ok, alors je compléterai peut-être ta réponse, si tu me le permets. Ouais, vas-y. Si vous avez le choix entre les deux, oui, faites-vous plaisir par rapport à ce que vous avez envie de faire sur le moment. Mais moi, je dirais que une endurance, préférez la faire dehors, parce que vous allez vous aérer l'esprit, etc. Et de par tout ce qu'on vient de dire, avec les avantages de l'entraîneur pour les fractionnés, faites votre fractionné sur l'entraîneur, parce que vous ne serez pas dérangé par la circulation, etc. etc. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, si j'avais le choix, je ferais comme ça. Ouais, moi, en fait, quand j'ai le choix, je le fais. Mais là, pour le moment, en fait, je me dis, le home trainer, c'est pas trop mal. Ben, après, je dis ça, mais la semaine dernière, j'avais pas envie de faire de home trainer. Donc, j'ai été sur route tous les jours. Donc, tu vois, ça dépend vraiment du moment. Mais autrement, Ouais, c'est vrai que aller faire l'endurance dehors, c'est quand même vachement plus cool. Non, mais c'est vrai que t'adores. Ben, en vrai, je fais un message global. J'ai un message que j'ai déjà dit.
Mais je trouve qu'on a une très chouette communauté cycliste sur Twitch C'est vrai. et que vraiment, il y a de tout et qu'on s'éclate bien. Enfin, genre, moi, je prends toujours du plaisir à regarder tout le monde, sauf une personne en particulier que je ne citerai pas ici. Euh, mais sur Twitch, j'ai beaucoup de plaisir à regarder du monde. Et je trouve qu'on a une très bonne communauté, très saine, on s'amuse bien, chacun est très positif. Et donc, bah, merci pour ça, c'est cool. C'est vrai. Tout à l'heure, on parlait un petit peu des haters qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, sur Twitch, en 2 ans d'expérience, je n'ai jamais eu quelqu'un de négatif. On m'a fait des reproches quelquefois, et c'est toujours bienveillant et de la construction. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis d'accord. Vraiment, après, le seul problème que j'ai eu sur Twitch, c'est un cas isolé pendant l'organisation de la grande durée, où on a dû faire intervenir un nombre incalculable de modos. Je crois qu'il y avait bien 20 ou 25 modos, parce qu'il y avait un des protagonistes qui avait décidé de casser les pieds. Bref, on va pas revenir là-dessus. Mais donc, c'est le seul truc. Autrement, effectivement, sur Twitch, c'est très positif. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui viennent, s'ils connaissent pas, ils posent vraiment des questions, ils s'intéressent et ils sont vraiment good feeling, quoi, good vibe. C'est ça. Donc, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et donc, pour ceux qui sont sur YouTube, pas forcément sur Twitch, n'hésitez pas à venir faire un tour parce que sur YouTube, on fait du contenu, c'est du préenregistré. Il n'y a pas forcément cette notion d'échange. Alors oui, il y a les commentaires, oui, on y répond, mais venez partager nos entraînements avec nous, puisque là, c'est du B2B, j'ai envie de dire. Ouais. Vous posez une Mais, question, on y répond en direct. d'ailleurs, je crois que autant toi que moi, en fait, en réalité, on est plus Twitchers que YouTubers. Hein. On est d'accord. On passe beaucoup plus d'heures sur Twitch que sur YouTube, tant en tant que diffuseur que de spectateur. Ouais. Mais pour moi, c'est juste que sur YouTube, je suis plus suivi. Mais en vrai, je suis beaucoup plus actif sur Twitch. Hein. Bah écoute, l'avantage de Twitch, c'est que c'est du live. Il y a peu de préparation. Nous, j'ai envie de dire, on vous divertit, mais surtout, vous nous divertissez. Dans le sens où, imaginez, hier j'ai fait 3 heures de entraîneur. Imaginez si j'étais seul face à mon avatar. Ça aurait pu être assez long. Alors que, au contraire, lorsque vous venez nous voir, on discute, on passe du bon temps, on rejoint les copains. Et là, de 3 heures fastidieuses, bah à la limite, parfois c'est pas assez long. En vrai, regarde, c'est peut-être différent pour toi parce qu'aujourd'hui, je fais du shit spot et on sait que c'est dur et long. Oui. Mais là, en vrai, ça fait 62 bornes. Je ne l'ai pas vu passer, quoi. Et souvent, quand je commence, pareil, et que j'anime comme tu le fais aujourd'hui, je t'attends mon fait, généralement, ça passe beaucoup plus vite. On est d'accord, et clairement. Et d'ailleurs, je crois que quelqu'un qui est bien placé pour faire ça, enfin, pour répondre, est-ce que Alexis, tu sens une différence? Parce que c'est vrai, Alexis fait 6 heures de vélo par jour. Avant, il n'était pas en stream, et maintenant, il est en stream. Donc, est-ce que tu sens une différence entre avant où tu ne streamais pas? Est-ce que ça te semblait plus long que maintenant tu streams ou il n'y a pas de différence? Ça m'intéresse de savoir. Parce que nous, en vrai, dans mon cas, j'ai toujours fait, depuis la nuit des temps, Zwift Twitch, tout le temps. Ça fait 4 ans que dès que je Zwift, quasiment, je suis sur Twitch. Donc, j'ai jamais eu ce passage de tiens, est-ce que ça me semble plus court depuis que je stream? Donc pour ceux qui ne suivent pas au quotidien, Alexis, c'est un petit peu l'extraterrestre. Les Zwift. Oui. Alexis, c'est quelqu'un qui doit avoir 200 000 km sur Zwift. Il nous fait 6 heures tous les jours, 7 jours sur 7. Et donc avant, il y a 15 jours, il ne streamait pas, c'est-à-dire qu'il n'était pas sur Twitch, il pédalait dans son écran. Et depuis 2 semaines, il a eu la bonne idée de suivre nos encouragements et de nous rejoindre. Et aujourd'hui, eh ben, il nous fait 6 heures de stream. Et on aimerait savoir un petit peu ton sentiment par rapport à ça. Apparemment, il n'a pas branché son sonotone. Donc, il ne nous entend pas. Les gars, vous confirmez, vous entendez pas?
Moi, je t'entends en tout cas. Enfin, si tu veux, je vais faire un petit check, j'ai la page qui est ouverte. Alors, est-ce qu'on les entend? On n'entend pas bien, ok. Ok, Attends, pardon, faut que je confirme. on entend très bien, donc c'est Alexis. Ah, je suis peut-être un petit peu plus essoufflé qu'au début, tu m'en voudras pas. Taïna. Ah ouais. Bon, on n'aura pas la réponse. Après, le home trainer de Alexis, il a plus de kilomètres que toutes les voitures que j'aurais jamais dans ma vie. Donc, Je suis d'accord. Le chat, c'est votre moment. Si vous avez des questions à poser à Alexandre Marlier, le cycliste belge. Donc pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en pleine interview du youtubeur le cycliste belge. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a une chaîne YouTube avec à peu près 7000 abonnés consacrée au vélo. Merci Alexis. Toto. Ah non, mais il pas ici. Ah oui, Toto. J'aime bien parce que Toto dirait les jeunes te demandaient si. Est-ce que maintenant tu roules avec le stream? On dirait vraiment ça. J'ai l'impression de revoir la scène chez mes grands-parents. Qui dit Alors que juste, Satom, il a juste baissé le volume de son truc et tout va bien, quoi. Non, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a, enfin, je sais pas, il y en a certains qui ont disparu. Mais il y avait Gabé, il y avait Erlo, il y avait Alias Lu, il y en a plein. Franchement, le Twitch game cyclisme, c'est une dinguerie. Hein. Moi, je kiffe trop. Hein. Alors Alexis nous dit que ça passe plus vite et du coup il va rallonger d'1 heure à chaque fois. Ah bon? Il est motivé. Un Après extraterrestre. ça, l'horloge psychologique. En vrai, s'il compte en horloge psychologique, il fait 6 heures par jour. Mais pour lui, c'est peut-être une demi-heure. Hein. Il s'amuse, il prend du plaisir. Et du coup, ça passe super vite. On est d'accord, on en revient à nos... Au plaisir. à ce qu'on disait, c'est ça, sur le plaisir. Ouais, c'est ça. En fait, il y en a beaucoup qui font l'erreur. On n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de dire je me mets au vélo. Et donc, du coup, je fais des heures, je fais des heures. Et puis, en fait, ils n'arrivent pas à les tenir. Alors qu'en fait, il faut faire le processus inverse. Il faut que vous regardiez le nombre d'heures que vous avez disponibles ou que vous pouvez libérer pour faire du vélo. Et selon ce nombre d'heures, vous devez vous fixer des objectifs. On est d'accord. Il ne faut pas fonctionner à l'envers. Ouais, faut pas faire les choses à l'envers. C'est bien, c'est intéressant ce que tu dis. Ne vous fixez pas des objectifs. Et ensuite, vous vous fixez un nombre d'heures que vous ne pourrez pas respecter. Commencez par regarder combien de temps vous pouvez consacrer au vélo. Et par rapport à ça, mettez-vous des objectifs de progression. Et ensuite des objectifs de course ou de cyclo. Ne faites pas le contraire. Et c'est ça toute la difficulté du cyclisme. C'est que, en fait, quand tu cours en compétition, tu es obligé de t'adapter au meilleur. Et comment tu n'arrives pas à suivre? Là où j'ai trouvé un moment de répit dans le triathlon, parce que dans le triathlon, par exemple, tu dis je vais m'entraîner 15 heures semaine, ben juste tu vas te battre contre toi-même et contre le temps pour faire le meilleur temps possible en t'entraînant 15 heures. Et puis si un jour tu dis je vais m'entraîner 20 heures semaine, ben, tu vas pouvoir battre tes propres temps. Là où dans le vélo, bah, bien souvent, si tu veux gagner, il faut faire quasiment le même nombre d'heures que ceux qui s'entraînent le plus. Quoi. Et ça devient compliqué. Donc voilà, la team. Cette interview d'Alexandre prend fin. J'espère que ce format vous a plu. Si c'est un format que vous voulez reconduire avec d'autres personnes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Aimez la vidéo pour me montrer que vous adhérez. Abonnez-vous également. Abonnez-vous à la chaîne d'Alexandre si ce n'est pas encore fait, le cycliste belge. Et d'ici à ce qu'on se retrouve sur la route ou sur Twitch. Allez, ciao!